Hector Malot, volume 2, chapitre 28. En famille. Les années se sont écoulées, nombreuses mais courtes, car elles n'ont été remplies que de belles et douces journées. J'habite en ce moment l'Angleterre, Milligan Park, le manoir de mes pères. L'enfant sans famille, sans soutien, abandonné et perdu dans la vie, ballotté aux caprices du hasard, sans phare pour le guider au milieu de la vaste mer où il se débat, sans port de refuge pour le recevoir, a non seulement une mère, un frère qu'il aime et dont il est aimé, mais encore, il a des ancêtres qui lui ont donné un nom honoré dans son pays et une belle fortune. Le petit misérable, qui enfant a passé tant de nuits dans les granges, dans les étables ou au coin d'un bois à la belle étoile, est maintenant l'héritier d'un vieux château historique que visitent les curieux et que recommandent les guides. C'est à une vingtaine de lieues à l'ouest de l'endroit où je m'embarquai, poursuivi par les gens de justice, qu'il s'élève, à mi-côte dans un vallon bien boisé, malgré le voisinage de la mer. Bâti sur une sorte d'esplanade naturelle, il a la forme d'un cube et il est flanqué d'une grosse tour ronde à chaque coin. Les deux façades, exposées au sud et à l'ouest, sont enguirlandées de glycines et de rosiers grimpants. Celles du nord et de l'est sont couvertes de lierres dont les troncs gros, comme le corps d'un homme, attestent la vétusté. Un vaste parc l'entoure, et il est planté de vieux arbres que ni la serpe ni la hache n'ont jamais touchés. Et il est arrosé de belles eaux limpides qui font ses gazons toujours verts. C'est ce vieux manoir de Milligan Park que nous habitons en famille, ma mère, mon frère, ma femme et moi. Depuis 6 mois que nous y sommes installés, j'ai passé bien des heures occupées à écrire. Ce ne sont point les chartes ni les papiers de famille que je consulte laborieusement, c'est le livre de mes souvenirs que je feuillette et mets en ordre. Nous allons baptiser notre premier enfant, notre fils, le petit Mathia, et à l'occasion de ce baptême qui va réunir tous ceux qui ont été mes amis des mauvais jours, je veux offrir à chacun d'eux un récit des aventures auxquelles ils ont été mêlés, comme un témoignage de gratitude pour le secours qu'ils m'ont donné ou l'affection qu'ils ont eue pour le pauvre enfant perdu. Cette réunion est une réunion surprise que je leur fais et que je fais aussi à ma femme, qui va voir son père, sa sœur, ses frères, sa tante, qu'elle n'attend pas. Seule ma mère et mon frère sont dans le secret. Si aucune complication n'entrave nos combinaisons, tous se logeront ce soir sous mon toit et j'aurai la joie de les voir autour de ma table. Un seul manquera à cette fête, car si grande que soit la puissance de la fortune, elle ne peut pas rendre la vie à ceux qui ne sont plus. Pauvre cher vieux maître, comme j'aurais été heureux d'assurer votre repos. Vous auriez déposé la peau de mouton et la veste de velours, vous n'auriez plus répété en avant mes enfants. Une vieillesse honorée vous eût permis de relever votre belle tête blanche et de reprendre votre nom, Vitalis. Le vieux vagabond fut redevenu Carlo Balzani, le célèbre chanteur. Mais ce que la mort impitoyable ne m'a pas permis pour vous, je l'ai fait, au moins pour votre mémoire, et à Paris, dans le cimetière Montparnasse. Ce nom de Carlo Balzani, inscrit sur la tombe que ma mère vous a élevée, rappelle votre gloire à ceux qui vous ont applaudi. Je ne vous ai point oublié, je ne vous oublierai jamais, soyez-en sûrs, si dans cette existence périleuse d'un enfant perdu, je n'ai pas trébuché, je ne suis pas tombé, c'est à vous que je le dois, à vos leçons, à vos exemples. Ô mon vieux maître, et dans toute fête, votre place sera pieusement réservée. Mais voici ma mère qui s'avance dans la galerie des portraits. Je la vois aujourd'hui, telle qu'elle m'est apparue pour la première fois sous la véranda du Cygne, avec son air noble si rempli de douceur et de bonté,
Seul le voile de mélancolie, alors continuellement baissé sur son visage, s'est effacé. Elle s'appuie sur le bras d'Arthur, car maintenant ce n'est plus la mère qui soutient son fils débile et chancelant, c'est le fils devenu un beau et vigoureux jeune homme qui, avec une affectueuse sollicitude, offre son bras à sa mère. Ainsi, contrairement au pronostic de notre oncle, M. James Milligan, le miracle s'est accompli. Arthur a vécu et il vivra. À quelque distance derrière eux, je vois venir une vieille femme vêtue comme une paysanne française et portant sur ses bras un tout petit enfant enveloppé dans une pelisse blanche. La vieille paysanne, c'est Mère Barberin, et l'enfant, c'est le mien. C'est mon fils, le petit Mathia. Après avoir retrouvé ma mère, j'avais voulu que Mère Barberin restât près de nous, mais elle n'avait pas accepté. Non, m'avait-elle dit, mon petit Rémi, ma place n'est pas chez ta mère en ce moment. Tu vas avoir à travailler pour t'instruire et pour devenir un vrai monsieur par l'éducation, comme tu en es un par la naissance. Que ferais-je auprès de toi? Laisse-moi retourner à Chavanon. Mais tu vas grandir, tu te marieras, tu auras des enfants. Alors, si tu le veux. Et si je suis encore en vie, je reviendrai près de toi pour élever tes enfants. Je serai vieille, mais la vieillesse n'empêche pas de bien soigner un enfant, et ce n'est pas moi. Tu peux en être certain qui me le laisserait voler comme on t'a volé toi-même. Il a été fait comme Mère Barberin désirait. Peu de temps avant la naissance de notre enfant, on est allé la chercher à Chavanon, et elle a tout quitté, son village, ses habitudes, ses amis, la vache issue de la nôtre, pour venir en Angleterre près de nous. Arthur tient dans sa main un numéro du Times. Il le dépose sur ma table de travail en me demandant si je l'ai lu, et sur ma réponse négative, il me montre du doigt une correspondance de Vienne que je traduis. Vous aurez prochainement à Londres la visite de Mathia. Malgré le succès prodigieux qui a accueilli la série de ses concerts ici, il nous quitte, appelé en Angleterre par des engagements auxquels il ne peut manquer. Je vous ai déjà parlé de ces concerts. Ils ont produit la plus vive sensation, autant par la puissance que par l'originalité du virtuose, que par le talent du compositeur. Vous pouvez dire en un mot, Mathia est le Chopin du violon. Je n'ai pas besoin de cet article pour savoir que le petit musicien des rues, mon camarade et mon élève, est devenu un grand artiste. Quand nous travaillions ensemble sous la direction de notre précepteur, lui, Arthur et moi, il faisait peu de progrès en latin et en grec, mais il en faisait de tels en musique, avec les maîtres, que ma mère lui donnait, qu'il n'était pas difficile de deviner que la prédiction d'Espinassou, le perruquier musicien de Mende, se réaliserait. Cependant, cette correspondance de Vienne me remplit d'une joie orgueilleuse. Mathia n'était-il pas un autre moi-même, mon camarade, mon ami, mon frère? Ses triomphes sont les miens, comme mon bonheur est le sien. À ce moment, un domestique me remet une dépêche télégraphique qu'on vient d'apporter. C'est peut-être la traversée la plus courte, mais ce n'est pas la plus agréable. En est-il d'agréable d'ailleurs? J'ai pris Christina. En passant à Paris, nous arriverons à Jacquefort à 4h10 minutes. J'en envoie une voiture au-devant de nous. Mathia. En parlant de Christina, j'avais regardé Arthur, mais il avait détourné les yeux. Ce fut seulement quand je fus arrivé à la fin de la dépêche qu'il les releva. J'ai envie d'aller moi-même à Jacquefort, dit-il. C'est une excellente idée. Sans répondre, il sortit vivement. Alors, je me tournai vers ma mère. Vous voyez, lui dis-je, qu'Arthur ne cache pas son empressement. Cela est significatif, très significatif. Il me sembla qu'il y avait dans le ton de ces deux mots comme une nuance de mécontentement. Alors, me levant, je vins m'asseoir près de ma mère et, lui prenant les deux mains que je baisai, « Chère maman, lui dis-je en français, qui était la langue dont je me servais toujours quand je voulais lui parler tendrement. Chère maman, il ne faut pas être peiné parce qu'Arthur aime Christina. Est-ce que mon exemple ne montre pas qu'on peut être sérieux, heureux, aussi heureux que possible, sans la naissance et la richesse, dans les femmes, la femme qu'on aime?
Ne veux-tu pas qu'Arthur soit heureux comme moi? La faiblesse que tu as eue pour moi parce que tu ne peux rien refuser à l'enfant que tu as pleuré pendant 13 ans, ne l'aurais-tu pas pour tout ton autre fils? Elle me passa la main sur le front et m'embrassant. Oh, le bon enfant, dit-elle, le bon frère, quel trésor d'affection il y a en toi. C'est que j'ai fait des économies autrefois, mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est d'Arthur. Dis-moi un peu où il trouvera une femme plus charmante que Christina. N'est-elle pas une merveille de beauté italienne? Et l'éducation qu'elle a reçue depuis que nous sommes allés la chercher à Lucca ne lui permettent-elles pas de tenir sa place dans la société la plus exigeante? Arthur t'a-t-il parlé de ses sentiments, de ses désirs? Oui, chère maman, dis-je en souriant, il s'est adressé à moi comme au chef de la famille. Et le chef de la famille a promis de l'appuyer. Ma mère m'interrompit. Voici ta femme, dit-elle, nous parlerons d'Arthur plus tard. Ma femme, vous l'avez deviné, et il n'est pas besoin que je le dise, n'est-ce pas? Ma femme, c'est la petite fille aux yeux étonnés, au visage parlant que vous connaissez, c'est Lise, la petite Lise fine, légère, aérienne. Lise n'est plus muette, mais elle a par bonheur conservé sa finesse et sa légèreté qui donnent à sa beauté quelque chose de céleste. Lise n'a point quitté ma mère, qui l'a fait élever et instruire sous ses yeux, et elle est devenue une belle jeune fille, la plus belle des jeunes filles, douée pour moi de toutes les qualités et de tous les mérites, de toutes les vertus, puisque je l'aime. J'ai demandé à ma mère de me la donner pour femme, et après une certaine résistance basée sur la différence de conditions, ma mère n'a pas su me la refuser. Eh bien, dit Lise, en entrant, que se passe-t-il donc? On se cache de moi? On se parle en cachette? Quel est ce mystère, je vous prie? Nous sourions, mais nous ne lui répondons pas. L'heure a marché et le break que j'ai envoyé à Ferry au devant de la famille de Lise doit arriver d'un instant à l'autre. Alors, voulant jouer avec cette curiosité, je prends une longue vue, je la tourne sur le chemin par où doit arriver le break et je mets l'œil à l'oculaire. Quelle lunette, dis-je du ton de Vitalis, faisant mon boniment. Elle est vraiment merveilleuse. Avec elle, je passe au-dessus de la mer et je vais jusqu'en France. C'est une coquette maison aux environs de Sceaux que je vois. Un homme aux cheveux blancs presse deux femmes qui l'entourent. Allons vite, dit-il, nous manquerons le train, je n'arriverai pas en Angleterre pour le baptême de mon petit-fils. Dame Catherine, hâte-toi un peu, je t'en prie, depuis 10 ans que nous demeurons ensemble. Tu as toujours été en retard. Quoi? Que veux-tu dire, Étiennette? Est-ce que je ne sais pas que Catherine, la meilleure des sœurs, comme toi, Tiennette, est la meilleure des filles? Où trouve-t-on une bonne fille comme toi qui ne se marie pas pour soigner son vieux père? Puis, avant de partir, il donne des instructions pour qu'on soigne ses fleurs pendant son absence. N'oublie pas que j'ai été jardinier, dit-il à son domestique, et que je connais l'ouvrage. Je change la lunette de place comme si je voulais regarder d'un autre côté. Maintenant, dis-je, c'est un vapeur que je vois. À bord est un jeune homme revenant de faire un voyage d'exploration botanique dans la région de l'Amazone. Son nom, Benjamin Aquin, est déjà célèbre. Il n'a qu'un souci, savoir s'il arrivera à temps au Havre pour prendre le bateau de Southampton et rejoindre sa famille à Milligan Park. De nouveau, ma lunette est braquée dans une autre direction et je continue. Non seulement je vois, mais j'entends. Deux hommes sont en wagon, un vieux et un jeune. Comme ce voyage va être intéressant pour nous, dit le vieux. Très intéressant, magistère. Non seulement, mon cher Alexis, tu vas embrasser ta famille, non seulement nous allons serrer la main de Rémi, qui ne nous oublie pas, mais encore nous allons descendre dans les mines du pays de Galles. Quel malheur que Gaspard n'ait pas pu venir. J'allais continuer, mais Lise s'était approchée de moi. Oh, la douce surprise, dit-elle d'une voix que l'émotion faisait trembler. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est maman, qui a voulu réunir tous ceux qui ont été bons pour son fils, abandonné.
Si tu ne m'avais pas fermé la bouche, tu aurais appris que nous attendons aussi cet excellent Bob et son frère qui commandent toujours l'éclipse. À ce moment, un roulement de voiture arrive jusqu'à nous, puis, presque aussitôt un second, nous courons à la fenêtre et nous apercevons le break dans lequel Lise reconnaît son père, sa tante Catherine, sa sœur Étiennette, ses frères Alexis et Benjamin. Près d'Alexis est assis un vieillard tout blanc et voûté, c'est le magistère. Du côté opposé arrive aussi le landau découvert dans lequel Mathia et Christina nous font des signes de main. Puis derrière le landau vient un cabriolet conduit par Bob lui-même. Bob a toute la tournure d'un gentleman et son frère est toujours le rude marin qui nous débarqua à Isigny. Nous descendons vivement l'escalier pour recevoir nos hôtes au bas du perron. Le dîner nous réunit tous à la même table et naturellement on parle du passé. J'ai rencontré dernièrement à Bade, dit Mathia, dans les salles de jeu, un gentleman aux dents blanches et pointues qui souriait toujours malgré sa mauvaise fortune. Il ne m'a pas reconnu et il m'a fait l'honneur de me demander un florin pour le jouer sur une combinaison sûre. C'était une association, elle n'a pas été heureuse. Monsieur James Milligan a perdu. Pourquoi racontez-vous cela devant Rémi, mon cher Mathia, dit ma mère. Il est capable d'envoyer un secours à son oncle. Parfaitement, chère maman. Alors, où sera l'expiation demanda ma mère. Dans ce fait que mon oncle, qui a tout sacrifié à la fortune, devra son pain à ceux qui l'a persécuté et dont il a voulu la mort. J'ai eu des nouvelles de ses complices, dit Bob. De l'horrible Driscoll demanda Mathia. Non, de Driscoll lui-même, qui doit être toujours au-delà des mers, mais de la famille des Driscoll. Madame Driscoll est morte et Allen et Ned viennent de se faire condamner à la déportation. Ils rejoindront leur père. La petite Kate soigne son grand-père toujours vivant. Elle habite avec lui la cour du Lion Rouge. Le vieux a de l'argent. Ils ne sont pas malheureux. Si elle est frileuse, dit Mathia en riant, je la plains. Le vieux n'aime pas qu'on approche de sa cheminée. Et dans cette évocation du passé, chacun place son mot. Tous n'avons-nous pas des souvenirs qui nous sont communs et qu'il est doux d'échanger? C'est le lien qui nous unit. Lorsque le dîner est terminé, Mathias s'approche de moi et me prenant à part dans l'embrasure d'une fenêtre, « J'ai une idée, me dit-il, nous n'avons pas fait si souvent de la musique pour des indifférents que nous devrions bien en faire un peu pour ceux que nous aimons. Il n'y a donc pas de plaisir sans musique pour toi. Quand même, partout et toujours de la musique. Souviens-toi de la peur de notre vache. Peux-tu jouer ta chanson napolitaine? Avec joie, car c'est elle qui a rendu la parole à Lise. Et nous prenons nos instruments dans une belle boîte doublée de velours. Mathia atteint un vieux violon qui vaudrait bien 2 francs si nous voulions le vendre. Et moi, je retire de son enveloppe une harpe dont le bois lavé par les pluies a repris sa couleur naturelle. On fait cercle autour de nous, mais à ce moment, un chien Capi se présente. Il est bien vieux, le bon Capi. Il est sourd, mais il a gardé une bonne vue. Du coussin sur lequel il habite, il a reconnu sa harpe, et il arrive en clopinant pour la représentation. Il tient une soucoupe dans sa gueule, il veut faire le tour de l'honorable société en marchant sur ses pattes de derrière, mais la force lui manque. Alors il s'assied et, saluant gravement la société, il met une patte sur son cœur. Notre chanson chantée, Capi se relève tant bien que mal et fait la quête. Chacun met son offrande dans la soucoupe et Capi, émerveillé de la recette, me l'apporte. C'est la plus belle qu'il ait jamais faite. Il n'y a que des pièces d'or et d'argent, 170 francs. Je l'embrasse sur le nez comme autrefois, quand il me consolait, et ce souvenir des misères de mon enfance me suggère une idée que j'explique aussitôt. Cette somme sera la première mise destinée à fonder une maison de secours et de refuge pour les petits musiciens des rues. Ma mère et moi, nous ferons le reste. Chère madame, dit Mathia, en baisant la main de sa mère, je vous demande une toute petite part dans votre œuvre. Si vous le voulez bien, le produit de mon premier concert à Londres s'ajoutera à la recette de Capi.